Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de Hell in a Cell 2020, un PPV dans lequel il y a eu du bon et du moins bon, et même du très bon et du très mauvais. Donc là on va avoir tout le spectre de l'appréciation finalement de la WWE, parce que j'ai vu pas mal de gens me dire dans les pronostics que j'avais l'air d'avoir une vraie relation d'amour-haine avec la WWE, c'est-à-dire que j'en parle beaucoup mais surtout pour en dire du mal. Vous allez voir, le très bon côtoie le très mauvais dans la WWE, et je reste évidemment pour le très bon. Et évidemment, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez le Statch du mois, puisque c'est le dernier PPV du mois. Donc, nous aborderons les 10 catcheurs et les catcheuses et équipes qui ont marqué le plus de points dans le Statch ce mois-ci. Nous aborderons les catcheurs, catcheuses et équipes qui ont le plus régressé dans le classement annuel, et nous aborderons les catcheurs, catcheuses et équipes qui ont le plus progressé dans le classement actuel. Fatigué-moi, j'ai regardé le PPV cette nuit en temps réel, donc la fatigue, naturellement. On a commencé dans le kick-off avec Drew Gulak contre R-Truth, parce que rien ne va, rien n'a de sens, et le monde est une catastrophe. Pour le titre, évidemment, 24/7, savez-vous, le titre, le fameux titre qui peut être gagné et qui doit être défendu 24/24, 7 jours sur 7. Pourquoi avoir des matchs pour ce titre ? Voilà, R-Truth a gagné, Drew Gulak était le meilleur champion cruiserweight de l'année dernière. Des fois c'est difficile. J'ai mis C- au match, dans le sens où... Voilà, c'est pas suffisamment dommageable pour que je mette un D, quoi, c'est-à-dire... j'ai plus aucun espoir pour Drew Gulak. On va aborder la question de l'espoir plus tard. Il y a certaines entités pour lesquelles j'ai encore de l'espoir, et du coup quand c'est vraiment mauvais, je mets des plus mauvaises notes. Là, Drew Gulak, bon, il est dans cette faction-là, il est dans cette division-là, la division des clowns, il vaut mieux, c'est même pas son point fort, c'est-à-dire que R-Truth, il est bien dans ce truc-là, dans le sens où R-Truth, à vie personnelle, il est pas très bon sur le ring. Maintenant, pour son âge, il est excellent, mais il est pas très bon sur le ring, et je le trouve vraiment pas très drôle, R-Truth. Je parle beaucoup trop de ce match, c'est moi. Ensuite, Jey Uso contre Roman Reigns, ils ont ouvert par ce match-là, dont je pensais qu'il serait le main event. J'ai mis un A, pas un A+, parce que j'ai estimé qu'en termes de catch, c'était pas dingue. Il y avait beaucoup de spears, beaucoup de splash, enfin c'était vraiment pratiquement que les prises signatures, notamment la nouvelle prise de finition de Roman Reigns, la guillotine, mais toute la storyline, quoi, toute l'émotion, tout y était. Je vous raconte vite fait ce qui s'est passé. Donc évidemment, Roman Reigns a dominé pendant la grande majorité du match, mais Jey Uso n'a jamais abandonné. Jey Uso a notamment eu un assez bon comeback quand il est arrivé sur le ring avec une espèce de lanière de cuir. Je sais pas ce que c'était, c'était peut-être une... je ne sais pas ce que c'était. Une très grosse lanière, et il a frappé Roman Reigns avec, il a essayé de l'étrangler. Bon, ça n'a jamais suffi, mais ça c'était évident qu'aucun des deux n'abandonnerait. Il s'est passé ce que j'avais prévu qui se passerait. Par contre, la façon dont ça s'est passé, j'avais pas prévu, et c'est assez malin. Parce que, évidemment, Jimmy Uso ne pouvait pas intervenir, c'est un match à Hell in a Cell, ils sont enfermés dans une cage. Mais Jey ne répondait plus. Jey était dans les vapes. Du coup, l'arbitre allait sonner la fin du match, donc voilà, no contest, quoi, parce que tu peux pas abandonner si tu peux pas parler. Et Roman Reigns jette l'arbitre par-dessus la troisième corde. C'était très très cool. Roman Reigns a vraiment une aura une aura de puissance que je lui ai jamais trouvé en tant que babyface. Mais là, tout le monde a peur de lui, et je comprends, je l'accepte. Il n'y a aucun souci, il fait très peur. Et là-dessus, d'autres arbitres, tous les arbitres de la WWE et les officiels de la WWE rentrent dans la cage pour essayer de calmer Roman Reigns, de lui dire « Arrête de taper Jey Uso, tu vois bien qu'il est parti, il est plus là, donc il va pas abandonner, tu vas juste réussir à le tuer, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. » Et Jimmy Uso intervient pour sauver Jey Uso, et là-dessus, Roman Reigns se met à pleurer pour de vrai, et ça c'est... je vois rarement des catcheurs, il y a Big Show qui le fait régulièrement, mais je vois rarement des catcheurs pleurer pour de vrai, c'est-à-dire que au mieux, généralement, ils font ce que fait Lana de façon un peu pathétique, c'est-à-dire... Voilà, Roman Reigns commence à jouer du violon à Jimmy Uso, donc le frère jumeau de Jey, disant je sais même plus qui je suis, je suis perdu. Jimmy, le bon cousin, qui lui dit t'inquiète, quoi que ce soit que tu sois en train de vivre, on va traverser ça ensemble, on est une famille. Et Roman Reigns applique sa guillotine sur Jimmy Uso, et c'est là que Jey abandonne. C'était vraiment
très chouette. Désolé pour tous les bruits de chats, ils sont foufous en ce moment. Donc ouais, en termes de match, c'était pas énorme, en termes d'histoire, c'était génial, c'était vraiment très très bon. Ensuite, Elias contre Jeff Hardy, comme le dit le fameux c'est pas une citation, c'est pas un dicton, je sais pas comment on appelle ça, c'est une maxime, voilà. J'en attendais rien et j'ai quand même été déçu. J'ai mis un D. Le match n'était rien et à la fin, Elias a pris sa guitare pour frapper Jeff Hardy, mais Jeff Hardy a réussi à le prendre de court, à prendre la guitare et à taper Elias avec pour la disqualification. J'aurais trouvé ça paresseux dans un épisode de Raw. Et là, c'est un PPV, donc D. Et la rivalité va continuer. Et j'en ai rien à foutre. Ensuite, très partagé. The Miz avec John Morrison. Non, c'est pas lui. Jim Morrison contre Otis avec Tucker. Et le gagnant repart avec la mallette Money in the Bank. Je lui ai mis C-, parce que ce match m'a fait éprouver des sentiments vraiment très contrastés, très... C-, c'est une moyenne de ce que j'ai pensé de ce match. Le match en lui-même était rien de bien fameux, c'est-à-dire c'était ton match typique de Raw. Otis menait jusqu'à ce que John Morrison intervienne dans le dos de l'arbitre. À partir de là, The Miz menait. À un moment, l'arbitre chope John Morrison avant qu'il attaque Otis. Elle le renvoie en coulisses. Et là-dessus, Tucker frappe Otis avec la mallette Money in the Bank dans le dos de l'arbitre pour que The Miz gagne là le match et la manette. Alors, petit bilan, petit paysage de ce que je pense de ce match. Globalement, le match en lui-même, vraiment pas grand-chose. Le match était vraiment moyen. C'est vraiment la note qui me semble être juste. C'est un match d'Euro, quoi. Je suis très dégoûté par le fait qu'ils aient brisé l'amitié entre Tucker et Otis, parce que pour moi, c'était pas nécessaire. Ils avaient déjà séparé les deux sur des rosters différents, donc bon, Heavy Machinery n'était plus, ils avaient pas besoin d'introduire de l'inimitié, si vous voulez, là-dedans. Ensuite, ça sert à rien de construire une rivalité entre Otis et Tucker puisque les deux sont sur des rosters différents. Ils viennent d'être sur des rosters différents, donc soit ils peuvent pas être en rivalité, soit ça va être une rivalité SmackDown contre Raw, et à ce moment-là, à quoi sert la différenciation entre les deux? Et en plus, rien n'indiquait que Tucker en voulait à Otis jusqu'à rien, quoi, rien. C'est-à-dire que à Raw, la semaine de Hell in a Cell, donc la semaine dernière, Tucker a dû trouver un partenaire par équipe pour affronter The Miz et John Morrison. Il a trouvé personne, il a fait appel à Otis qui est venu déguisé en luchador. Et du coup, vous voyez, c'est pas un retournement de situation, c'est une incohérence. S'il y avait eu des graines très discrètes de la trahison de Tucker, ça aurait été vraiment très bien raconté. Mais là, c'était pas le cas, ça sort de nulle part et c'est incohérent avec le reste de l'histoire. Maintenant, la raison pour laquelle on n'a pas sombré dans le D, dans la note D, c'est que The Miz est sans doute un meilleur catcheur auquel confier la mallette Money in the Bank, et si jamais il arrive à encaisser de façon legit, il aura peut-être enfin un règne avec un titre mondial dans lequel il n'est pas la troisième roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire que la dernière fois que The Miz a été champion de la WWE, c'était pas son histoire, c'était l'histoire de John Cena et de The Rock. The Miz était champion et c'était pas lui le sujet. Donc avec un peu de chance, The Miz arrivera à avoir ce règne mondial qu'il a toujours, qu'il mérite amplement, parce que The Miz est un excellent personnage. C'est pas un excellent catcheur, mais c'est un excellent personnage. Donc voilà, je suis très mitigé et globalement plutôt négatif, mais il y a quand même du bon à sortir de ce match. Donc C-, ça me semble être une note juste. Ensuite, on a eu le match de la soirée, si on considère que c'est pas Jey Uso contre Roman Reigns le match de la soirée, mais je pense que c'est Sasha Banks contre Bayley pour le titre de SmackDown. Elles sont incapables d'avoir un mauvais match, hein, ces femmes là. J'allais dire que ce soit Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley ou Sasha Banks, ou Asuka. Franchement, j'intégrerais Asuka là-dedans. Cette espèce de génération NXT. Asuka est arrivée après, mais pour moi, elle fait partie de ce package de très bonnes catcheuses. La moins bonne, c'est Becky Lynch. La moins bonne des 5, c'est Becky Lynch. On n'est pas là pour parler de Becky Lynch, mais on est là pour parler de Bayley et Sasha Banks. Elles ont utilisé la structure Hell in a Cell pour trouver des nouvelles façons de se faire du mal. Elles ont bloqué des kendo sticks entre les marches et la cage pour pouvoir se projeter dedans. Notamment, Bayley a fait tomber Sasha Banks dedans au niveau de la gorge qu'elle avait évidemment blessée dans le développement de ce match. Oui, Sasha Banks a fait un powerbomb sur Bayley sur la cage. Bayley a fait un sunset powerbomb sur Sasha Banks dans un coin où il y avait une chaise, la fameuse chaise donc avec laquelle Bayley
a bolossé Sasha Banks pendant plusieurs semaines. Sasha Banks a réinventé absolument tous les météoras qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire qu'elle a trouvé toutes les façons possibles de faire des météoras. Météoras, c'est quand tu te jettes sur ton adversaire avec les deux genoux au niveau de sa tête. Donc à un moment donné, Bayley a pris une échelle et l'a posée en équilibre entre deux chaises, puis elle a mis Sasha Banks en équilibre sur l'échelle, elle a tagué un X dessus pour dire je vais te taper là. Il y avait une bombe de graphe sous le ring apparemment. Bayley voulait faire une descente du coude, mais Sasha Banks a esquivé. Bayley est tombé dans le coin. Sasha Banks a sauté sur l'échelle pour faire un météora dans le coin sur Bayley, puis a enchaîné avec un Bayley to Bayley, donc l'ancienne prise de finition de Bayley pour le compte de 2 seulement. Bayley a elle-même tenté un Bayley to Bayley, ça n'a pas suffi non plus, mais le match s'est arrêté quand Sasha Banks a fait un bank statement, donc sa prise de soumission, sur Bayley à travers la chaise. Donc là, je me suis dit, la chaise ajoute franchement pas grand-chose. Visuellement, c'est un peu cool, mais ça n'ajoute rien. Jusqu'à ce que Sasha Banks, avec son pied, ce qui demande une souplesse de dingue, appuie sur le pied de la chaise, donc ce qui, effectivement, enferme Bayley. Voilà, claque sur Bayley, qui a fini par abandonner dans un visuel vraiment génial. J'ai mis un A à ce match, je ne sais pas pourquoi je lui ai pas mis un A+. Parce qu'il y avait tout, hein, il y avait l'histoire, il y avait le... Peut-être la note va évoluer en A+, je ne sais pas. Pour l'instant c'est un A, et ça a été le match de la soirée. Les deux femmes sont vraiment énormes, et un vrai plaisir. Les matchs Hell in a Cell féminin, sauf erreur de ma part, pour l'instant c'est un sans faute. Hein. Pour l'instant, tous les matchs Hell in a Cell féminin ont été excellents, il me semble. À vérifier. Mais en tout cas, celui-là se rajoute à la liste. Ensuite, plus tôt dans la soirée, Mustafa Ali, le leader de Rétribution, a défié le Hurt Business de faire affronter un de leurs champions, un de leurs membres contre un membre de Rétribution, n'importe lequel. Le Hurt Business a répondu tu sais quoi, d'accord, mais on va me dire un truc, non seulement on envoie Bobby Lashley, mais en plus c'est un match pour le titre des États-Unis. Donc je me suis dit oh... Rétribution va... Parce que moi je suis débile, d'accord? Donc je me suis dit, Rétribution va peut-être gagner un titre de la WWE. Et s'ils gagnent le titre, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont le jeter? Est-ce qu'ils vont le brûler? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'ils sont contre la WWE, ils veulent détruire la WWE. Donc s'ils gagnent un titre de la WWE, ça peut être un symbole fort, quoi. Ça peut être... Le Hurt Business a choisi d'affronter Slapjack, donc le plus faible des membres de Rétribution, qui a perdu, mais de façon extrêmement décisive contre Bobby Lashley. Suite à quoi, Rétribution a envahi les abords du ring et a essayé de s'en prendre à Bobby Lashley à 5 contre 1. Ils n'ont pas réussi. Bobby Lashley a maîtrisé Rétribution à lui tout seul. C'est là que je parlais d'espoir, c'est que j'ai encore un espoir pour Rétribution. J'ai encore l'espoir que ça se passe bien, qu'on arrive à quelque chose. Donc Rétribution, voilà, se fait bolosser par Bobby Lashley seul. Là-dessus arrive le Hurt Business, et dans un visuel absolument incroyable, le Hurt Business arrive sur le ring, et Mustafa Ali sort du ring en rampant sur son cul. J'ai mis un E à cette daube, parce que c'est très dommageable pour tout le monde, ça n'apporte rien ni à Bobby Lashley ni au Hurt Business, c'est-à-dire que... Félicitations, vraiment c'est pas le Hurt Business, c'est Bobby Lashley, quoi. C'est-à-dire que les autres ils sont arrivés, ils ont fait bout et les autres sont partis, quoi. Donc bravo, vous arrivez à faire peur. Je veux dire, qu'est-ce que ce truc-là apporte à Cedric Alexander ou à Shelton Benjamin, quoi, par exemple. Donc voilà, bravo, vous arrivez à faire peur à des gars qui sont vraiment nuls, quoi, qui sont incapables de... Mais comme j'ai dit dans les pronostics, admettons le catch c'est pas leur truc, ils ont peut-être autre chose. Tout espoir n'est pas définitivement perdu. En ce qui me concerne, je continue de croire, je continue d'espérer. Parce que je suis con. Et enfin, nous avons eu le main event. Le main event qui a eu la particularité d'être absolument tous les matchs Hell in a Cell. La moyenne des matchs Hell in a Cell. Randy Orton contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et je lui ai mis B-. C'était chiant, hein. C'était un peu chiant. C'est-à-dire que au début, ils étaient dans la cage et ils se sont envoyés dans la cage. Ils se sont pressés sur la cage. Enfin, ils ont fait tous les spots, voilà, tous les classiques. Randy Orton a sorti une énorme tenaille de sous le ring et a ouvert la chaîne de Hell in a Cell. Pourquoi tu fous une tenaille sous le ring dans un match où le but c'est de pas rentrer, pas sortir? Du coup, ils sont sortis de la cage et Randy Orton est monté sur la cage. Et là, moi, je me suis dit, oh,
Randy Orton va prendre des risques. Randy Orton va faire un spot dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Drew McIntyre le rejoint. Je me dis, oh là 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 là, ils sont tous les deux au-dessus de... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place? Ils sont descendus ensuite de l'autre côté, à mi-hauteur, et Drew McIntyre est tombé sur la table des commentateurs. C'était très naff. C'était très... C'est le problème de faire des matchs à Hell in a Cell absolument tout le temps, tous les ans, c'est que... on les connaît, ces spots-là. On est même habitué à plus dangereux, quoi. Moi, le dernier spot qui m'a vraiment fait me dire waouh, dans un Hell in a Cell, c'était Shane McMahon contre Kevin Owens, où Shane McMahon a sauté du haut de la cage. Je m'attendais pas à ce qu'un des deux fasse ça. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc, quoi. Donc voilà, Drew McIntyre était très 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 blessé suite à cette chute. Je veux dire, effectivement, visuellement, c'est impressionnant, mais ça a été diminué, quoi. On a vu ces spots-là, et puis on a vu pire, on a vu plus dangereux, et on voit plus dangereux régulièrement. Voilà, Roman Reigns et Jey Uso, ils ont pas joué trop sur la cage, ils ont joué sur le... Si, ils ont joué sur la cage, parce que quelqu'un est intervenu de l'extérieur pour supplier Roman Reigns d'arrêter. Sasha Banks et Bayley, elles ont joué sur le côté, sur l'aspect grillage de la cage. Elles ont casé des trucs, voilà, dans le grillage de la cage. Elles ont sauté sur les abords de la cage. Enfin voilà, c'était inventif. Là, c'était vraiment, voilà, les spots moyens de Hell in a Cell. Et à la fin, donc, Drew McIntyre a tenté un backslide de la façon dont il a gagné le premier match contre Randy Orton. Randy Orton s'en est sorti. Drew McIntyre a tenté un Claymore Kick. Alors, il a eu son premier... Il a réussi à porter un premier Claymore Kick, mais Randy Orton est sorti du ring. Drew voulait porter un deuxième Claymore Kick. Randy Orton l'a esquivé et a porté un RKO pour la victoire. Randy Orton a donc son 14e titre mondial. Il s'est passé l'inverse de The Miz contre Otis. C'est-à-dire que The Miz contre Otis... J'ai été déçu et je me suis dit, faut pas que The Miz gagne, c'est une mauvaise idée. Et une fois que The Miz a gagné, je me suis dit, bon, c'est quand même cool. C'est quand même cool parce que The Miz, c'est pas... voilà, The Miz... Il y a du potentiel avec The Miz avec la mallette. Que voir Randy Orton gagner, ça m'a fait l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit... pendant le match, je me disais, n'importe lequel des deux peut gagner, c'est pas grave. Parce que Randy Orton a vraiment un des meilleurs runs de sa carrière en ce moment en tant que top heel de Raw. Et Drew McIntyre a eu une année de dingue, quoi. C'est le meilleur règne de champion de la WWE depuis, j'allais dire depuis AJ Styles, mais même pas, parce que AJ Styles, son règne était un peu je sais même pas depuis quand on a eu un aussi bon règne de champion de la WWE. Drew McIntyre a eu vraiment un excellent règne. Et quand Randy Orton a gagné, je me suis dit, c'est un peu nul, parce que il a fallu qu'il s'y reprenne à 3 fois pour gagner. Le règne de Drew McIntyre était vraiment génial et il méritait peut-être une meilleure fin que ça. Drew McIntyre méritait vraiment de perdre face à un adversaire qu'il n'avait jamais affronté et qui arrive à le battre. Keith Lee par exemple, que là Randy Orton... Et puis il y a tous les arguments que je vous ai donnés dans les pronostics, c'est-à-dire Drew McIntyre, je le vois affronter beaucoup de gens, que Randy Orton beaucoup moins. J'imagine que la rivalité entre Randy Orton et Drew McIntyre va continuer un peu, mais je suis pas hypé par un règne de Randy Orton. Alors que j'étais hypé par le règne de Drew McIntyre. Randy Orton a très bien joué son rôle de méchant à abattre, et là le méchant a gagné, et je me dis... Du coup, qu'est-ce qu'il advient de Drew McIntyre s'il récupère pas le titre? Parce que Drew McIntyre... est un champion maintenant, il est établi comme un champion, comme le meilleur babyface de Raw. Et si le meilleur babyface de Raw n'est pas champion, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il va battre le Hurt Business, battre Rétribution, enfin voilà, battre des gars qui sont pas à son niveau pour s'occuper? Donc ouais, j'ai été un peu déçu par ce main event, et je suis un peu déçu que Randy Orton soit champion. Donc si, B-, ça le mérite dans le sens où c'est pas un C, le match était bien, le match était... Voilà, c'est un Hell in a Cell, quoi, il y a un peu de hype, mais il était à des années-lumière non, pas des années-lumière, mais il était moins bien que... Franchement moins bien que Roman Reigns contre Jey Uso et Sasha Banks contre Bayley en moyenne. Enfin, les points bonus attribués lors de Hell in a Cell à 6 superstars, les 6 superstars les plus méritantes d'après moi, sont 6 points pour Sasha Banks, 5 points pour Roman Reigns, 4 points pour Bayley, 3 points pour Jey Uso, 2 points pour Drew McIntyre et 1 point
pour Randy Orton, parce que c'est Drew McIntyre qui est tombé, c'est Drew McIntyre qui a fait tout le spectacle de ce match. Certes, c'est pas lui qui l'a gagné, mais tout de même. Nous allons passer à la portion stats de cette émission, si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, on va quand même passer à la portion stats de cette émission. Pour les points bonus du mois, et cette fois-ci, je n'ai oublié personne. Parce que, n'est-ce pas, vous savez, si vous suivez le truc, vous savez que le mois dernier, j'ai oublié de prendre en compte la note de Roman Reigns et Jey Uso pour la note finale. Donc c'est pas le score définitif du mois, parce que la semaine prochaine compte également pour octobre, mais je peux pas m'amuser à faire 50 émissions, donc il faudra se contenter de ce classement temporaire. Maintenant les PPV sont passés, donc le classement changera pas énormément. À la 10e place, nous avons le seul membre de, comment dirais-je, de AEW à rejoindre le top 10 du mois d'octobre. C'est MJF qui a commencé une rivalité avec Chris Jericho, qui est très sympa. MJF est parti pour être le top heel de AEW. Il est, non seulement il est vraiment très bon sur le ring, mais en plus il a son personnage, quoi. Son personnage est insupportable et il est très divertissant. C'est de l'or. MJF, c'est vraiment un des meilleurs éléments de AEW et un des catcheurs que j'ai découvert à AEW, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'anciens catcheurs de la WWE à AEW, et MJF fait partie du haut de ce panier-là, de ce panier des catcheurs que j'ai découvert avec AEW. Il y a Eddie Kingston aussi, qui est très très bon, qui est arrivé il y a quelques mois et qui commence à porter très sérieusement. On parlera d'Eddie Kingston le mois prochain, je pense, parce qu'il a un match pour le titre de AEW et j'aime beaucoup ce gars-là. Mais on en parlera. À la 9e place, nous avons Sasha Banks qui a réussi à se hisser in extremis dans le classement, dans le top 10 du mois avec sa victoire à Hell in a Cell. À la 8e place, nous avons Ilya Dragunov qui affronte cette semaine Walter pour le titre de NXT UK. C'est de loin la storyline dans laquelle je suis le plus investi en ce moment. Maintenant, le payoff, c'est cette semaine, et du coup, j'imagine qu'ils vont continuer de marquer des points, les deux. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Il comptera pour le statut annuel. Pour cette vidéo-là, évidemment, il compte pas, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Mais Ilya Dragunov a réussi à faire le tomber sur Walter la semaine dernière. Trêve de suspense, Walter est 7ème. Et ouais, j'ai vraiment très très hâte de voir leur match. Je pense que ça va envoyer du lourd. À la 6e place, nous avons Santos Escobar, l'actuel champion Cruiserweight de NXT, qui a eu un match contre Isaiah Scott à TakeOver 31, et qui est vraiment un très très bon leader pour la division poids léger de NXT. J'ai hâte de voir Jordan Devlin revenir dans ce paysage-là du titre Cruiserweight, parce qu'il est toujours champion Cruiserweight, et Santos Escobar n'était que champion par intérim, et ils ont décidé de virer la portion par intérim de son titre. J'ai hâte qu'ils s'affrontent les deux, j'ai hâte que ça explose cette histoire. À la 5e place, nous avons Finn Balor qui a défendu son titre de NXT à TakeOver 31 contre Kyle O'Reilly. C'est un excellent champion de NXT, Finn Balor. À la 4e place, nous avons Isaiah Scott, dont j'ai déjà parlé, donc qui a eu son match contre Santos Escobar à TakeOver 31. À la 3e place, c'est ça, nous avons Jey Uso, évidemment, qui a eu son match à Hell in a Cell et une excellente storyline avec Roman Reigns, la meilleure storyline du roster principal. À la 2e place, nous avons Roman Reigns lui-même qui se réinvente totalement et qui est brillant en heel. Je pensais pas qu'il serait aussi bon. Je pensais que ce serait vous voyez, une astuce pour essayer de revitaliser un peu son personnage. On n'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, il a trouvé un autre personnage qui fonctionne mieux et qui fonctionne mieux que quoi que ce soit qu'il ait pu faire. Je pense que ce Roman Reigns-là, le chef de la tribu, est meilleur que le Roman Reigns, la brute muette du Shield. Je pense. Maintenant, c'est une question de point de vue, évidemment. Et enfin, à la première place, nous avons, vous l'avez déduit, c'est-à-dire que jusque-là, on a eu que lui en rivalité avec lui, et les deux sont toujours dans le classement, les seules exceptions étant Chris Jericho avec MJF et Bayley avec Sasha Banks. Bayley n'est pas dans le classement. Elle est pas loin du classement. Mais à la première place, nous avons Kyle O'Reilly qui s'est vraiment révélé ce mois-ci. Voilà, qui a affronté donc Finn Balor pour le titre de NXT, qui n'a pas gagné, mais qui est vraiment pas passé loin. J'ai appris qu'ils avaient dû raccourcir le match parce que les deux gars étaient blessés. Faut pas se taper pour de vrai, les gars. Vous êtes censés faire semblant de vous battre, c'est tout le concept du truc. Finn Balor, c'est fracturer la mâchoire en deux endroits. Enfin, le match a été très brutal. Et Kyle O'Reilly a trouvé sa place. J'espère que le run solo de Kyle O'Reilly va durer un peu.
c'est la tempête dehors. Il y a Totoro qui miaule à la mort en haut en faisant et ça va être difficile à couper, donc va falloir l'assumer. Et ensuite, nous allons parler des 5 pires régressions et des 5 meilleures progressions dans le classement annuel. Commençons par les régressions, si vous le voulez bien, avec à la 5ème place... Ah, ça me fend le cul. Bon, je suis obligé de l'appeler comme ça, du coup. Reckoning Mia Yim, qui a eu un bon run à NXT en tant que catcheuse, et qui maintenant est la catcheuse de Rétribution. Mais Rétribution n'affronte jamais de femmes, donc du coup, Mia Yim se retrouve à faire les pom-pom girls pour une équipe d'anarchistes nuls. Pauvre Mia Yim. À la 4ème place, nous avons Marco Stunt, et à la 3ème place, nous avons Santana et Ortiz. La raison pour laquelle ces gars-là sont dans ce classement, c'est que je dirais que AEW souffre des défauts de ses qualités, c'est qu'ils ont une excellente division par équipe, mais il n'y a pas de place pour toutes les équipes, quoi. Du coup, je pense qu'on va souvent retrouver des membres d'équipe de AEW dans ce classement des pires régressions de l'année, parce que à chaque fois qu'ils ont des matchs, c'est des matchs excellents, du coup ils montent, et après ils ont un mois où ils font rien parce qu'il n'y a pas la place, et du coup ils redescendent. Et là, ça tombe sur Marco Stunt qui fait évidemment partie de Jurassic Express, mais ça aurait aussi bien pu être... Alors Jungle Boy, il a eu un match, donc ça aurait pas pu être Jungle Boy, mais ça aurait pu être Luchasaurus qui n'a pas eu grand chose à faire ce mois-ci non plus. J'imagine que Marco Stunt part de plus bas, donc il est descendu plus bas, je sais pas. Et Santana et Ortiz, ils ont eu un excellent mois, ils ont eu un excellent mois en septembre, et ils ont pas fait grand chose en octobre, du coup, ça monte et ça descend, donc pire régression. À la 2ème place, nous avons Edge, ça vous le savez, ceux qui sont haut placés, s'ils sont pas là, ils perdent des places. Très vite fait, je vois Charlotte Flair aussi est dans les pires régressions, Karrion Kross est dans les pires régressions. C'est normal, c'est d'autant plus normal que là, le mois d'octobre a été relativement bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont marqué pas mal de points, et du coup ceux qui n'avancent pas perdent plus de place, c'est logique. Et à la première place, et c'est pas vraiment une surprise, nous avons Mercedes Martinez, qui faisait partie de Rétribution, mais qui n'était pas suffisamment bonne pour rester dans Rétribution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au moins Reckoning est toujours... Enfin, au moins Mia Yim est toujours là, quoi. Mercedes Martinez, elle a été évincée du groupe, sans annonce, sans rien. C'est-à-dire qu'elle faisait partie du groupe, elle était dans les promos, elle était dans les trucs, et d'un coup, elle était plus là. Voilà, donc Mercedes Martinez. Après le mois où elle a eu son match contre Rhea Ripley qui était vraiment excellent. Dans un match en cash contre Rhea Ripley qui était vraiment excellent. Donc c'est pas surprenant qu'elle se casse la tronche, Mercedes Martinez. C'est pas surprenant, mais c'est un peu déprimant. Et enfin, les 5 meilleures progressions dans le classement de l'année. À la 1, 2, 3, 4, 5e place, nous avons Santos Escobar, l'actuel champion l'actuel champion Cruiserweight de NXT. Il a trouvé ses marques, quoi. C'est un très bon leader de division. Enfin, le titre a été défendu sur un takeover, et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, Isaiah Swerve Scott est 6ème. Donc tout ceci est tout à fait chouette. À la 4ème place, nous avons Walter. Qu'est-ce que ça fait du bien de les retrouver à NXT UK. Oh là 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 là, il m'avait manqué. En particulier Walter. Je vous cache pas que j'adore Walter. Je pense qu'il a pas fini de grimper, je pense qu'il va encore gagner quelques places. Ça m'étonnerait pas du tout que Walter arrive à être dans le top 50 de l'année en ayant raté 1, 2, 3, 4, 5 mois dans l'année. Ça m'étonnerait pas, on verra. Mais s'il y a des catcheurs de NXT UK dans le classement, je pense que ça va probablement être Fabian Eichner et Marcel Bartel parce qu'ils ont été champions par équipe à NXT. Ça va probablement peut-être être Jordan Devlin parce qu'il a été champion Cruiserweight, mais le haut du panier à NXT UK, c'est Walter et Ilya Dragunov qui est 7ème dans les meilleures progressions de ce mois-ci dans le classement annuel. Il y a moyen que Walter rejoigne le top du classement. Et faut pas oublier que Walter a très bien commencé l'année avec le match Imperium contre Undisputed Era à Worlds Collide en janvier. À la 3ème place des meilleures progressions dans le classement de l'année, nous avons Jey Uso, qui a réussi à scinder la place Uso au pluriel, quoi, dans le classement. C'est-à-dire que quand il y a un écart trop grand entre les membres d'une équipe, ça compte comme 2 places différentes. Par exemple, FTR, les actuels champions par équipe de AEW, comptent comme une équipe. Si vous ne regardez pas AEW, je vais vous donner un autre exemple. Les Street Profits,
comptent comme une équipe, mais Bobby Fish et Kyle O'Reilly ne comptent pas comme une équipe, parce que Kyle O'Reilly et Bobby Fish n'ont pas eu exactement la même année. Les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, ne comptent pas comme une équipe dans mon classement, parce que Asuka et Kairi Sane n'ont pas eu la même année. Il y a un écart trop grand, si vous voulez, entre la note d'Asuka, la note de Kairi Sane et la note des Kabuki Warriors. Il faut que les notes soient à peu près équivalentes. Enfin, voilà, c'est tout calculé dans mon tableau, c'est tout bien fait. En tout cas, Jey Uso compte comme une entrée seule dans le classement, et il est 3ème en termes de progression dans le classement de l'année. À la 2ème place, nous avons Roman Reigns. Le mois dernier, je disais que ça m'étonnerait que Roman Reigns arrive à se hisser dans le top 50, étant donné que non seulement il lui a manqué 4 mois dans l'année, mais en plus, les 3 premiers mois ont été vraiment difficiles, quoi. La rivalité avec Goldberg, naze, quoi. Naze bien naze. Je commence à croire que c'est pas impossible. Il va jamais être dans le top 10, quoi, si vous voulez. Mais si Roman Reigns continue à être le meilleur élément du roster principal de la WWE tous les mois, ça va être difficile à ignorer, si vous voulez, dans le classement final. J'ai vu certaines personnes me dire ouais, tu pourrais faire des mentions honorables pour ceux qui ont eu un run très bon, mais que pas sur toute l'année. C'est déjà très long à faire tout ce que je fais, les gens. Hein. Je peux pas faire... Est-ce que tu peux faire un classement pour ceux qui regardent pas AEW? Tu peux faire un classement pour ceux qui s'intéressent pas trop à NXT et à NXT UK? Tu peux faire un classement des mentions déshonorables, mais pas forcément en fonction du score? Tu peux faire les mentions honorables, mais juste saison par saison? C'est-à-dire que ça, c'est la facette, je dirais, minoritaire de mon métier. D'accord, je le fais parce que j'adore faire ça et que ça me plaît, et puis je parle de catch sur une plateforme qui est quand même relativement exposée, mais mon taf à moi, c'est Link the Sun, d'accord. Mon taf à moi, c'est, là en l'occurrence, c'est le 50-50 sur un film d'horreur qui sort cette semaine. Donc voilà, je peux pas en faire plus, j'en fais déjà beaucoup. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous investissez vraiment dans ce que je dis, et vous aimeriez que j'adapte mon contenu à votre sensibilité, à votre sensibilité, à vos attentes finalement. Ça veut dire que vous aimez vraiment beaucoup ce que je fais, et que vous aimeriez pouvoir être encore plus investi dedans, et ça importe pour moi. Et enfin, à la première place des classements, des meilleurs classements dans le classement annuel, des meilleures progressions, voilà, dans le classement annuel, nous avons sans surprise Kyle O'Reilly. Toute l'Undisputed Era a été explosée dans mon classement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tous les 4 une entrée seule, parce que Kyle O'Reilly n'a pas été là pendant le confinement. Adam Cole a eu plusieurs matchs de championnat, non, il a eu un match de championnat cette année. Kyle O'Reilly aussi, tout seul, a eu un match de championnat. En début d'année, l'équipe, c'était Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Ensuite, c'est devenu Roderick Strong et Bobby Fish, puisque n'est-ce pas, Kyle O'Reilly n'était pas là. Ils ont tous eu une année très différente, du coup, ça va être 4 entrées différentes dans le classement, je pense. Alors que, pour l'instant, The Elite n'est qu'une seule entrée. C'est-à-dire que Hangman Page, Kenny Omega, alors Cody, ça compte pas, parce qu'il a jamais été dans une storyline de The Elite de toute l'année. Donc, Kenny Omega, Hangman Page, l'équipe Omega et Page, les Young Bucks, Matt Jackson, Nick Jackson, ces 6 entités ont des notes suffisamment proches pour considérer, et The Elite du coup, ces 7 entités du coup ont des notes suffisamment proches pour considérer qu'elles ne sont qu'une seule et même entrée, et pas Undisputed Era. c'est voilà, c'est un petit hasard du tableau. Écoutez, je pense que ça finira pas, parce que The Elite a explosé à AEW, et du coup, The Elite ne va plus progresser, alors que Kenny Omega, surtout Kenny Omega, Kenny Omega, Hangman Page et les Young Bucks vont continuer de progresser. Donc je pense que ça, dans le classement final annuel, The Elite ne sera pas qu'une entrée. Je pense que les entrées, ça sera Kenny Omega, Hangman Page et les Young Bucks. Mais on verra dans le classement annuel, qui sortira courant janvier, probablement mi-janvier, parce qu'il faut le temps de compiler, si vous voulez, toutes les données. Voilà, c'était la partie stats de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Hell in a Cell, ce que vous avez pensé du mois en général à la WWE. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour le 50-50, je pense que c'est la prochaine vidéo qui sort, pour le 50-50 sur un film d'horreur, qui sort le 1er novembre. Il y a une raison à ça, il y a une raison pour laquelle il sort pas le 31 octobre. J'aurais préféré, j'ai pas eu le choix. On en parlera dans le commentaire qui sortira la semaine prochaine. Et dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite. Ciao.